Air Côte d'Ivoire va desservir l'intérieur du pays. L'un des deux bombardiers Q400 Next-Gen fabriqués par une compagnie canadienne a atterri hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cet appareil a coûté 11 milliards 500 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. L'opération de collecte de données quantitatives et qualitatives sur les investissements privés des entreprises créées au guichet unique, qui était en préparation, va bientôt rentrer dans sa phase active. 9 novembre 1989, 9 novembre 2014, l'Allemagne fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Des centaines de milliers d'Allemands et de touristes étrangers sont à Berlin pour un week-end de festivités et de commémorations. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder chez RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. 9 novembre 1989, 9 novembre 2014, l'Allemagne fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Des centaines de milliers d'Allemands et de touristes étrangers sont à Berlin pour un week-end de festivités et de commémoration dans la ferveur. Pour le magazine de ce dimanche 9 novembre, notre invitée est la coordonnatrice du compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, Madame Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec elle, nous allons parler de ce programme qui est chargé de fournir des informations justes, utiles et en temps opportun au président de la République, Alassane Ouattara, pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination de compétences féminines. Madame Yao, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1. Et merci. À tout à l'heure, madame. Merci, monsieur. Le président de la République, Alassane Ouattara, était au Nigeria où il a assisté à l'inauguration du premier stade international du BOM, un stade d'une capacité de 30 000 places. Sur ce grand stade omnisport construit à Uyo, dans le sud-est du Nigeria, s'est disputé un match opposant les Super Eagles du Nigeria et les Black Stars du Ghana. Les Nigérians l'ont emporté par 1-0. Viviane Aïmer. Alassane Ouattara, Goodluck Ebele Jonathan, même vision du développement de leurs États respectifs. La visite du chef de l'État ivoirien ce vendredi 7 novembre à Uyo, la capitale de l'État d'Akwa Ibom, pour prendre part à l'inauguration du premier stade international bâti dans cet État, joyau architectural d'une capacité de 30 000 places, en est une parfaite illustration. L'État d'Akwa Ibom, dans le sud-est du Nigeria, qui a pour capitale Uyo, est le 21e État du Nigeria dans l'ordre chronologique. Créé en 1987 par décret du président Ibrahim Babangida, Akwa Ibom fait partie de la riche région pétrolifère du delta du Niger. Mais malgré ses immenses potentialités, Akwa Ibom, tout comme les autres villes de cette grande région du sud-est du Nigeria, a longtemps été délaissé. Le président Goodluck Ebele Jonathan, depuis son accession à la tête de l'État fédéral, a entrepris de corriger cette disparité au plan national. C'est ainsi que grâce à la subvention qu'octroie désormais le gouvernement fédéral à Akwa Ibom et aussi grâce au dynamisme de son gouvernorat, cet État est en train de se doter en équipements modernes, ce qui fait d'Akwa Ibom la tête de file du développement désormais impulsé dans la région du delta du Niger. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a entrepris depuis son accession à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire de promouvoir le développement égalitairement dans toutes les régions du pays, raison des visites d'État qu'il effectue dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait que se réjouir de prendre part à l'inauguration de cet important équipement social, comme il l'a dit à son arrivée à Uyo, où l'attendait à sa descente d'avion son ami et frère, le président Goodluck Ebele Jonathan, qui lui a souhaité la chaleureuse bienvenue. Le président fédéral du Nigeria avait à ses côtés le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom, Chief Goodwill Obot Akpabio. Présent également pour recevoir le président de la République, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République fédérale du Nigeria et la République du Bénin, avec résidence à Abuja, son Excellence Kone Maman, épouse Touré,
et l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, son Excellence Ifeoma Hyacinthe Akabogu Chinyuba. La communauté des Ivoiriens résidant et travaillant au Nigeria a fait également le déplacement à Uyo. Après quelques heures de repos après son arrivée, c'est habillé en tenue de chef dans la tradition d'Akwa Ibom que le président de la République ainsi que les présidents Goodluck Jonathan, John Dramani Mahama du Ghana et le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom se sont rendus au tout nouveau stade international d'Akwa Ibom pour procéder à son inauguration. La construction de ce stade de 30 000 places entièrement financé par le gouvernorat de l'État d'Akwa Ibom a coûté plus de 62 milliards de francs. C'est une réplique réduite du stade du club allemand, le Bayern de Munich. Ce stade est le premier élément du complexe Omnisport qui va être édifié sur ce site de 32 hectares. C'est ensemble que les trois chefs d'État et le gouverneur de l'État ont procédé à la coupure du ruban symbolique sous les yeux du nombreux public qui avait rempli le stade. Geste qui peut être considéré comme un hommage à la Côte d'Ivoire et à son président. C'est l'Abidjanaise qui a été le premier hymne national qui a retenti dans ce tout nouveau stade en ce jour de son inauguration. La fête fut belle et riche par sa diversité. Prestations d'artistes, parades. Akwa Ibom a présenté au monde son potentiel artistique, culturel, sportif, sa créativité. Et puis, clou de cette réjouissance, un match amical qui a opposé les Super Eagles à l'équipe nationale du Ghana. Match remporté par l'équipe du Nigeria par 1-0. C'est le président de la République qui a remis la médaille de consolation aux joueurs du Ghana. La cérémonie a pris fin tard dans la soirée. Le président de la République a regagné Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré de mission hier samedi. Le chef du gouvernement revient de l'Inde où il a séjourné dans le cadre du Forum économique mondial et du sommet économique indien. Il rentra de l'Inde avec de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, dont l'accroissement du volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, un volume estimé à environ 5 000 milliards de francs CFA. Nous écoutons le chef du gouvernement ivoirien. Nous avons été reçus par Madame le ministre en charge donc des Affaires étrangères et le vice-président en charge de l'Exim Bank. Ce qu'on peut retenir, c'est que Madame le ministre va venir en visite officielle en Côte d'Ivoire dans le cadre du premier trimestre de l'année 2015, que la commission mixte entre l'Inde et la Côte d'Ivoire va se tenir en janvier 2015 à New Delhi. Il y a des financements plus importants. Il n'y a pratiquement pas de plafond, ça dépend des dossiers. Et justement, beaucoup d'hommes d'affaires sont intéressés à faire des opérations en Côte d'Ivoire. Nous avons 8 groupes là qui vont venir entre, disons que fin novembre et le 15 janvier, et qui sont intéressés par plusieurs secteurs, notamment le secteur des mines, notamment les manganèses, le secteur de l'agriculture, le dossier de l'anacar qui les intéresse particulièrement, le secteur de l'électricité. Il y a aussi le secteur des TIC. Et je pense en fait qu'il va y avoir un renforcement important de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. En 2004, les échanges étaient de 9 milliards de francs CFA. En 2012, nous sommes montés à 375 milliards de francs CFA. Il est question de doubler ou de tripler ces échanges là-bas. L'Inde est le premier producteur mondial d'anacar, on est le deuxième. Et on ne transforme que 7,5% de notre anacar localement. Ils vont aider à une plus grande transformation ici. Dans le domaine de l'électricité, ils ont un savoir-faire, notamment donc dans le domaine du solaire et de la biomasse, utilisation donc des déchets végétaux. Il n'y a vraiment pas de secteur dans lesquels ils ne sont pas. Et ils ont un intérêt particulièrement fort pour la Côte d'Ivoire, compte tenu justement de la politique que mène le président de la République pour les réformes. Ils ont appris que la Côte d'Ivoire figure 2 années de suite parmi les 10 pays
reformateurs dans le monde. Aller à Korogo, à Bouaké, à San Pedro par voie aérienne, les choses se précisent. L'un des deux bombardiers Q400 next-gen fabriqués par une compagnie canadienne a atterri hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. C'est un avion de 67 places que le ministre des Transports Gaoussou Touré chez les responsables des Côte d'Ivoire ont réceptionné. Cet appareil a coûté à l'État ivoirien 11,5 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Francis Boifo. Rapide, silencieux et éco-énergétique, cet avion appelé bombardier Q400 Next Gen dispose de 7 fauteuils en classe affaires, 60 en classe économique et des coffres à bagages spacieux. La Côte d'Ivoire vient de s'acheter 2 avions de ce type. Ces appareils font partie des plus avancés au monde sur le plan technologique. Les 2 avions nous ont coûté autour de 45 millions de dollars, disons 23 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'un avion coûte environ 11 milliards et demi. On vient de réaliser un peu le rêve du ministre. Quand nous avons commencé les vols que j'appelais les vols régionaux, nous avions eu à louer les avions. Ça veut dire les 319 que nous avons, c'est des avions que nous avons loués. Pour une fois, nous avons des avions qui nous appartiennent. Les 2 bombardiers sont destinés au réseau domestique de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Ils devront permettre aux populations ivoiriennes d'aller à Korogo, Bouaké et San Pedro. C'est un acte très fort au niveau de notre compagnie nationale. Parce que l'objectif que nous avons, c'est vraiment de faire en sorte que Abidjan soit le hub de l'Afrique de l'Ouest. Et on ne peut pas être hub tant qu'on n'a pas une grande compagnie nationale. Bientôt 2 ans que la compagnie Air Côte d'Ivoire a lancé ses activités. Mais les résultats sont encourageants selon des spécialistes du transport aérien. La compagnie dessert 18 capitales africaines avec 13 vols à partir d'Abidjan et 6 vols avec escale et un taux de ponctualité établi à 85%. Et c'était le premier bombardier Q400 Next-Gen, un avion de 67 places qui va bientôt desservir les villes de l'intérieur du pays. Le deuxième bombardier est attendu cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Sachez aussi que le vol inaugural domestique est prévu le 15 novembre prochain à destination de la capitale de la région du Poro, Korogo. Les billets aller et retour en tarif promotionnel sont compris entre 45 000 et 65 000 francs CFA hors taxe. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était à l'hôtel Ivoire hier soir. Elle y était en tant que marraine de la cérémonie marquant les 20 ans de la carrière du styliste créateur Gilles Touré. Jérôme Kofi Abolin, témoin pour RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire à l'hôtel Ivoire ce samedi comme prévu, telle une fée pour une soirée féerique. Dominique Ouattara avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Une soirée de célébration, l'occasion d'une fête à l'actif du styliste créateur de mode, Gilles Touré, pour marquer ses 20 ans de carrière. Il me plaît, à cet instant de mon propos, de partager avec vous toute la symbolique du nombre 20. Dans la vie d'un humain, 20, c'est l'âge de la maturité. L'on sort des années d'adolescence pour embrasser celle de la vie active et réaliste. Féerie, c'est donc une invitation à découvrir un monde angélique, un univers où le beau côtoie la magie créatrice de l'artiste que je suis. Pour qu'il en arrive là, le styliste créateur de mode n'a eu de cesse d'avoir comme caractéristique la disposition, la détermination ainsi que le talent. Toutes choses qui méritent soutien et encouragement. Ce qui n'a pas fait défaut au cours de cette soirée à Gilles Touré pour ses admirateurs, le Petit Poucé. Gilles, pour nous, symbolise l'incarnation d'une génération au talent hors pair. Celui-là dont les créations à la fois destinées aux hommes et aux femmes s'accommodent si bien à toutes les occasions et événements. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'il est à juste titre présenté comme le Petit Poucé de la mode. Monsieur Touré, Gilles Roland, styliste, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire,
nous le faisons officier de l'ordre du mérite culturel. Marraine de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son filleul. De ses débuts à nos jours, Gilles Touré a toujours fait preuve d'un immense talent et d'un esprit de créativité extraordinaire qui fait la caractéristique des plus grands stylistes. Durant toute sa carrière, Gilles a gravi tous les échelons et marqué les esprits par son style particulier et son renouvellement permanent. Pour ma part, je dois dire que Gilles Touré réalise à mon intention de superbes tenues depuis plusieurs années, comme celle de ce soir par exemple, et j'ai toujours été enchantée de ses créations. Soirée féerique, elle a surtout été marquée par des défilés de mannequins de tout acabit et des prestations d'artistes bien connus. Entre 20h et 0h cette nuit, que de beauté, que de splendeur pour émerveiller la salle bondée de monde. À y voir de près, Gilles Touré a toujours su où il va. À en juger par les mots qui sont les siens, à savoir prémices, éclosion et rayonnement, figurant sur son magazine Féerie. Pour parler de ce succès, le styliste créateur de mode a démontré ce soir encore que lui seul en a le secret pour avoir mobilisé ce beau monde avec en tête la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara qui, comme on le voit à cette soirée, n'est pas du tout prête à se départir de ses principes de soutenir tout ce qui touche à la promotion de ses semblables, notamment les femmes. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Nous vous le disions dans nos titres, l'opération de collecte de données quantitatives et qualitatives sur les investissements privés, les entreprises créées au guichet unique qui était en préparation, va rentrer dans sa phase active. Plus de 1200 structures privées seront enquêtées sur une période d'un mois. L'objectif de l'opération est d'assurer la traçabilité des investissements privés et d'assurer le suivi et évaluation des entreprises créées au guichet unique. Giroger Nguesson, Serge Gongomer. C'est une enquête qui va combler le déficit des données statistiques sur le secteur privé en Côte d'Ivoire. L'étude va permettre d'assurer la traçabilité des investissements privés ainsi que leurs impacts socio-économiques. Il permettra également d'assurer le suivi et évaluation des entreprises créées au guichet unique du CPC. Cette collecte de données qualitatives et quantitatives aidera le gouvernement à orienter sa politique de développement des entreprises privées. Le gouvernement a pour objectif de faire contribuer le secteur privé à hauteur de 60% dans le plan national de développement. Donc c'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Et c'est pour ça que le gouvernement s'impose de pouvoir créer un environnement des affaires favorable à ce secteur privé, de pouvoir mettre en place des mesures d'incitation, des politiques qui permettent de pouvoir développer le secteur privé. Donc pour le gouvernement, c'est une obligation et par conséquent, tout élément sur le terrain qui peut leur permettre de mieux comprendre ces préoccupations ne peut être un plus. L'enquête va concerner un échantillon de plus de 1200 entreprises privées sur 14 000 et va couvrir l'étendue du territoire national. Le comité de pilotage de cette enquête souhaite la collaboration des entreprises sélectionnées pour garantir la réussite de l'opération. Le ministre des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à l'ouverture officielle du laboratoire de formation en fibre. Une salle entièrement équipée de matériel de technologie de pointe qui permettra de former les étudiants et professionnels des technologies de l'information et de la communication. Konaté Moussa, Franck Dio. La fibre optique. Une technologie pour mieux transmettre l'information sur les réseaux informatiques. Une technique qui exige une formation de pointe. Et justement, un laboratoire pour la formation et la certification vient d'être créé à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Il est question, dans la perspective du déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire, de former des jeunes techniciens et cadres pour pouvoir assurer la maintenance lorsque les grandes entreprises qui mettent en place ce réseau de câbles de fibre optique là seront partis.
Des modules de formation conformes aux normes internationales, le laboratoire est conçu avec l'appui de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Ce laboratoire, fruit d'une initiative publique-privée, vient à point nommé mettre à la disposition de notre secteur les experts et les compétences indispensables. Ce qui nous permet d'envisager avec optimisme l'avenir des importants investissements engagés en ce moment par l'État de Côte d'Ivoire. Grâce à ce partenariat, je n'ai aucun doute que la formation dispensée répondra aux besoins des entreprises qui utilisent la fibre optique. Je suis également convaincue que les diplômés n'auront aucune difficulté à trouver de l'emploi une fois leur diplôme en poche. 16 étudiants et professionnels des TIC ont été formés en juillet dernier. Ils ont reçu leur certification. Tout à fait autre chose, le programme présidentiel d'urgence PPU vient d'électrifier Peñankara, un regroupement de 16 villages dans la commune de Sénémantiali. La cérémonie de mise sous tension s'est déroulée en présence de Nyedema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, fils de la localité. Soro Corona, Kwadjo Kwame, RTI Boaké. En Côte d'Ivoire, le taux de l'analphabétisme est estimé à plus de 51%. Le Nord reste la partie du pays la plus touchée. Pour renverser cette tendance, plusieurs actions sont menées sur le terrain, notamment la construction et la réhabilitation d'écoles primaires. Ces actions sont souvent l'œuvre de l'État, des ONG et parfois de certains cadres des localités concernées. C'est le cas de Nyedema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Il a financé la construction d'une école primaire publique de 6 classes avec des bureaux de directeurs à Sénémantiali, son village natal. Les travaux de construction avancent à grands pas pour le grand bonheur des enfants de la commune de Sénémantiali. Cette école viendra désengorger les autres écoles et surtout renforcer la capacité d'accueil du système éducatif de Sénémantiali. Nous sommes fils de parents paysans. Alors donc quand vous avez pu réussir par l'école, je pense que le jour où Dieu vous donne l'opportunité par vos relations de démultiplier les écoles, il faut le faire. C'est dans le salut de l'éducation pour tous que se trouve l'émergence ou la stabilité de ce pays. Donc nous pensons qu'il faut aider. Nous sommes ambassadeurs des populations d'ici auprès du chef de l'État. Et donc tout ce que nous avons là-bas, nous devons de le partager avec nos frères d'ici. Cette nouvelle école primaire ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2015-2016. Et il faut rappeler que Nyedema Mamadou Koulibaly avait déjà offert un bâtiment de 3 classes à l'école primaire du village de Peñankara, toujours dans la commune de Sénémantiali. Il s'agit plutôt de construction d'écoles primaires à Peñankara dans la commune de Sénémantiali. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le groupe SIFCA et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont inauguré hier samedi le nouveau centre d'appel 143 de ce ministère. Ce centre d'appel permettra au ministère de la Santé d'être plus efficace dans la sensibilisation continue contre le virus Ebola en Côte d'Ivoire. Au GAP, Léon Broukwame. Créé en 2011 pour gérer les appels relatifs à la gratuité des soins, le centre d'appel 143 est désormais situé au sein de l'Institut national de santé publique, INSP, à Adjamé. Il est doté d'une salle d'écoute, une salle de garde, 12 téléphones, 6 box et des accessoires de bureau pour un financement de 16 millions de francs CFA de l'État. Ce renforcement de capacité pour permettre au centre d'appel 143 de répondre au mieux à sa nouvelle mission, centre des appels dans le cadre de la lutte contre Ebola. Nous nous sommes rendus compte que les appels devenaient de plus en plus importants et que les populations elles-mêmes n'arrivaient pas à joindre notre centre d'appel parce que nous n'avions en son temps que 8 lignes. Et nous avions franchement pratiquement 6 opérateurs. Nous avons réfléchi et nous sommes dit comment est-ce qu'on pourrait faire afin d'étendre un peu ce centre d'appel aux réponses inhérentes donc à la maladie à virus Ebola. Nous sommes passés aujourd'hui à 24 téléopérateurs et nous avons aujourd'hui 30 lignes.
ce qui va permettre à la population de pouvoir nous joindre plus facilement. Le nouveau centre d'appel 143 a aussi vocation de centre de prise en charge d'éventuels cas d'Ebola. C'est dans ce cadre que le groupe SIFCA lui a offert 20 thermomètres d'une valeur de 4 millions de francs CFA à l'occasion de son inauguration. Au Burkina Faso, l'opposition, la société civile, les leaders religieux et coutumiers réunis hier samedi à Ouagadougou ont élaboré un projet de charte de transition dont la version finale doit être formellement adoptée ce dimanche. Le document sera ensuite remis aux représentants de l'armée. C'est un additif à la Constitution. Il définit les organes de la transition et leurs missions. Ces organes sont le président, l'Assemblée nationale de transition et le gouvernement de transition. Il prévoit 25 membres pour le gouvernement dont la répartition doit prendre en compte les femmes, les jeunes, les syndicats et les Burkinabés de l'étranger. Quant à l'Assemblée nationale de transition, elle sera composée de 90 membres avec 10 sièges réservés à l'armée. La durée de la transition sera de 12 mois dès la validation de cette charte. Le Maroc maintient sa demande de report de la CAN 2015 à 2016. La raison est évoquée, le risque pandémique de la maladie à virus Ebola selon le ministère marocain des Sports. La CAF doit se réunir le 11 novembre prochain au Caire pour choisir le ou les pays qui accueilleront la CAN 2015. 9 novembre 1989, 9 novembre 2014, l'Allemagne fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Des centaines de milliers d'Allemands et de touristes étrangers sont à Berlin pour un week-end de festivités, revenant sur la chute de ce mur qui a marqué la réunification des deux Allemagnes. 9 novembre 1989, le destin de l'Allemagne bascule. Depuis plusieurs mois, des manifestations pacifiques enflamment l'Est et font vaciller le régime. Les citoyens de la RDA communiste demandent plus de liberté, notamment celle de voyager librement à l'étranger. Une liberté qui leur est finalement accordée un jeudi soir d'automne. Les médias relaient l'information et les Allemands de l'Est se regroupent au point de passage. C'est Harald Jäger, à l'époque garde-frontière, qui donne le premier l'ordre d'ouvrir les barrières sous la pression de la foule. Je n'avais jamais vu une telle euphorie. Mais pour nous, c'était surtout notre monde qui s'écroulait. C'est la chute du mur de Berlin. Un mur qui divisait le pays et les familles depuis 1961, gardé tout au long de ces 160 kilomètres. 136 personnes y ont perdu la vie en essayant de le franchir. Pendant le week-end, ils seront 3 millions à visiter l'Allemagne de l'Ouest. Peu après, c'est la réouverture de la porte de Brandebourg et la République démocratique allemande élit pour la dernière fois son gouvernement. Un gouvernement qui ne restera que quelques mois au pouvoir. La chute du mur a précipité l'écroulement du communisme de Berlin à Moscou. Helmut Kohl, chancelier de l'Ouest, mène le processus de la réunification des deux Allemagnes tambour battant, une rapidité qui surprend le monde entier. Nous étions surpris par la rapidité de l'éclatement. Mais cela montre simplement qu'un État ou une société qui n'est pas basée sur nos principes de l'Ouest n'a pas le soutien de la population, ne peut pas s'attendre à être un État puissant. Aujourd'hui, le mur de Berlin est une pièce de musée qui fait le bonheur des touristes et l'Allemagne est devenue la 4e puissance économique mondiale. À l'image de sa chancelière, grandie à l'Est, est devenue incontournable dans le jeu politique mondial. La 3e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes Fassa a été lancée à Korogo par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badaman. Le Fassa vise à répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel du pays sénoufo en vue de le pérenniser et le sauvegarder. Le Festival des Arts Sacrés des Savanes, Fassa, pour sa 3e édition, a été lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Korogo. La place de l'Indépendance a été le lieu de convergence du riche patrimoine culturel sénoufo. Le Fassa, depuis sa création, a pour mission de répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel sénoufo afin de le valoriser et de le sauvegarder. La mairie de Korogo et le commissaire général du Fassa se sont réjouis de la régularité de ce festival qui gagne en maturité et en notoriété au fil des ans.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est félicité de l'intérêt que le peuple Senfo accorde à ce festival. Bandaman Kwaku Maurice a exhorté les cadres de la région du Poro à s'investir dans la réussite du Fassa afin de lui donner un caractère international. Les arts sacrés des savanes sont des hauts lieux d'édification de l'homme, où l'homme et la femme sont formés à la morale, aux valeurs de fraternité, de justice, d'intégrité, d'amour, de travail. L'art sacré est pour nous notre socle, où nous devons puiser notre force pour construire la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire de l'émergence. Le ministre Bandaman Maurice a annoncé la création des centres artisanaux et des festivals dans chaque département du pays Senfo. Danse traditionnelle, originaire du Poro et du Tchologo, expositions, visites des sites touristiques et sacrés et concerts ont meublé la 3e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes. Nous sommes au magazine de ce dimanche 9 novembre. Notre invitée est la coordonnatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Madame Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec elle, nous allons parler de ce programme qui est chargé de fournir des informations juste, utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination des compétences féminines. Mais avant notre entretien, Madame Yao, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sorosita et Francis Boifo. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est une base de données pour la promotion socio-économique des femmes. Cette base de données vise à renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Le compendium des compétences féminines permet également de fournir des informations utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination ou la représentation des compétences féminines. Aussi permet-il d'identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Sont concernées par ces opérations toutes les compétences féminines ivoiriennes, quel que soit leur niveau, leur domaine d'activité, leur parti politique et religion. Lancé depuis octobre 2011, le compendium dispose aujourd'hui de plus de 10 000 femmes répertoriées. Il s'inscrit dans le cadre de la politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre découlant de la Constitution ivoirienne et des tests des Nations Unies. Madame Yao, vous n'attendez pas le président de la République quand même pour faire fonctionner ce programme? Non, nous n'attendons pas forcément le président de la République pour travailler parce que, comme vous le savez, entre la volonté politique affichée par le président qui souhaite avoir des femmes à des postes de prise de décision ou la participation des femmes et les femmes elles-mêmes qui attendent d'être nommées, d'être recrutées, de participer simplement au développement, il y a un gap. Et c'est là que nous mettons le compendium. Donc c'est toute une stratégie que nous développons et nous travaillons à cela. Et c'est quoi ce compendium? C'est quoi? Compendium, ça signifie résumé, quintessence, ce qu'il y a de meilleur. Donc le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des meilleures des femmes. Je dirais aussi que c'est un programme de valorisation des compétences féminines. Ce n'est pas un simple répertoire. Valoriser les compétences féminines qui a été sollicité par le président de la République et qui est mise en œuvre par pratiquement toutes les autorités de ce pays ont une intervention dans ce programme. Je voudrais citer d'abord la conseillère spéciale du président de la République qui supervise le programme, Madame la ministre de la Solidarité, qui est toujours en train de nous demander, elle attend les résultats pour travailler, la première dame, qui est notre marraine depuis le début, où elle a assisté au lancement du programme, où de temps en temps nous discutons avec elle, elle nous donne des instructions,
Et les ministres que nous avons rencontrés, la fonction publique, la recherche scientifique, où nous discutons de ce programme qui rentre dans le cadre de la politique nationale de développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cela le compendium. Mais il a des objectifs. Et c'est quoi ces objectifs? Quels sont vos objectifs? Et vous existez depuis 2011, hein, Francis Boifo l'a dit à l'instant. Oui, non, nous existons depuis le 4 octobre 2011 où nous avons lancé le projet. Mais l'inscription en ligne a commencé le 10 janvier 2012. Alors, je disais que nos objectifs, c'est de renforcer la visibilité. On souhaiterait que les femmes soient visibles. Quand je parle de visibilité, je vois toujours, c'est comme si c'était des lampes qui étaient allumées, mais qui sont fermées par une cuvette. Imaginez ça. Et on enlève la cuvette, on voit toutes ces lampes. Quand il y a des lampes qui ne sont pas bien allumées, on allume et on a toutes ces compétences. Donc, en fait, la visibilité. Et ces lampes, ce sont les femmes? Oui, ce sont les femmes. Elles sont là. Il faut qu'on les voit. Donc, la participation, on ne les voit pas seulement. Quand on les voit, elles vont participer. Et puis, aussi, elles développent leur leadership. Voilà le premier objectif. Le deuxième, c'est, comme il a dit, fournir des informations utiles, mais en temps opportun. Vous savez que souvent, ça arrive à tout le monde. Aux Nations Unies, aux décideurs, ils ont envie de nommer, mais ils n'ont pas les éléments. Donc nous, on veut, à travers le compendium, fournir des informations en temps opportun au président de la République, mais à tous les décideurs. Vous avez déjà vu nos cibles, les ministres, les collectivités décentralisées, les ONG, les partenaires, tous ceux qui ont besoin de compétences pour faire la politique du genre. On a besoin de cela. Et effectivement, on veut aussi identifier les secteurs où les femmes ne sont pas. Nous, aujourd'hui, on a la base de données. On voit des secteurs dans lesquels les femmes ne sont pas, essayer de les corriger. Et enfin, créer ce vaste mouvement solidaire, actif, entre femmes compétentes de tout niveau, de tout secteur, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Voilà vous le disiez à l'instant, l'un de vos objectifs est de fournir des informations justes, utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions. Où est-ce que vous en êtes avec cet objectif, ce cas spécifique? Les informations, moi je voulais juste prendre ce qui est brûlant. Allez-y. Le Conseil économique et social qui vient d'être mis en place. Voilà la troisième institution du pays. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que nous travaillons. Cette institution a eu au moins 30%, on va dire 29,4%. C'est vrai, il reste un petit effort, mais c'est bon. Au moins 30% de femmes à ce Conseil économique et social. Et parmi ces femmes, il y a plusieurs membres du compendium qui y sont. Il y a des femmes qui étaient médecins, qui sont venues, qui ont pensé à la mobilité sociale. On les a formées, en communication, en réseautage, elles se sont retrouvées au compendium. Il y a des femmes qui sont à Abobo, qui ne sont pas forcément intellectuelles, mais avec que nous avons coaché, avec qui nous avons travaillé pour le leadership, qui sont au Conseil économique. Il y a des femmes de la diaspora qui ont travaillé avec nous, quand vous avez vu le film de Washington, et qui nous ont appelé Madame Yao, nous avons été retenus. Mais il faut être visible d'abord pour être retenu. Et donc, nous pensons qu'on commence à avoir nos résultats. Deuxième résultat qu'on peut citer, ça c'est important pour nous, les femmes qu'on a coachées, il y en a qui nous appellent du ministère, elle est au ministère d'État. Bon, on ne va pas dire les noms, mais de toute façon, on sait de quoi il s'agit. Elle appelle pour dire que quand elle venait avec nous, elle n'était que sous-directrice. Quand elle a commencé à renforcer ses capacités et sa responsable vraiment apprécié le compendium, elle a été nommée. C'est parti au conseil, elle a mis ce qu'elle a fait avec nous, elle est au compendium, elle a été nommée par décret, elle est devenue directrice, elle a à peine 10 ans d'expérience. En plus, à partir de ce que nous faisons ensemble, moi je suis consultante internationale, je l'appelle ma mentorée, parce que chez nous c'est du concret. Aujourd'hui, elle est consultante auprès de la Banque mondiale. En moins de 3 ans, et je pense que toutes ces femmes auront l'occasion de témoigner. Il y a des résultats. Alors, vous disiez à l'instant, il n'y a pas que les femmes qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé également de la diaspora. Oui. Est-ce que vous avez pu contacter l'ensemble de ces femmes qui travaillent à l'international, qui vivent hors de la Côte d'Ivoire? Oui. En fait, ça s'est passé dans la méthodologie que nous avons utilisée. Quand le président nous a confié la mission, on s'est dit, il veut voir toutes les femmes compétentes de Côte d'Ivoire. Donc, la seule manière de respecter la question de bonne gouvernance qu'il voudrait, c'est d'ouvrir un site web, comme ça toutes les femmes du monde entier, mais ivoiriennes, auront accès à ce site. C'est de mettre en ligne une fiche d'inscription en ligne pour qu'on ait toutes les informations que nous voulons. Et c'est de faire beaucoup de communication, de publicité à la presse, que nous déplacer pour aller aux États-Unis, au Mexique et en France, partout pour que toutes les femmes ivoiriennes soient concernées. Et je vous assure que les femmes de la diaspora ont beaucoup de projets pour leurs femmes d'ici. C'est tout cela que nous allons dérouler. Et je dis toujours, tant qu'il y aura des inégalités sociales, politiques,
économique, culturelle entre les hommes et les femmes de Côte d'Ivoire, tant que nous aurons le soutien du gouvernement à travers la ministre, du président de la République, tout ce que j'ai cité, nous allons continuer à réduire ces inégalités. Et Madame Yao, vous avez un annuaire. Comment est-ce que vous l'avez mis en place et quelles sont les spécificités dans cet annuaire? Vous savez qu'au départ, le premier produit que le président a demandé, c'était d'avoir un annuaire des compétences féminines. Donc, à partir de la base de données, vous avez dit déjà, on a 10 000 femmes. Nous avons extrait des données de la base pour pouvoir sortir cet annuaire que vous avez. Mais je voudrais signaler que nous avons mis suffisamment de temps pour que ce travail soit fait de façon scientifique, sans discrimination, avec beaucoup d'objectivité. Je donne un exemple. Dans la base de données, tout le monde s'inscrit. Je peux m'inscrire pour dire je suis dans une société SS, je m'appelle Yao Konon. Mais dans l'annuaire, avant de mettre votre nom dans l'annuaire, il faut qu'on vérifie. Est-ce que la société SS existe? Est-ce que vous-même vous existez? Est-ce que vous avez la fonction que vous avez déclarée? Est-ce que vous avez le diplôme que vous avez déclaré? Dans la base, c'est fermé, on ne voit pas. Mais dans l'annuaire, c'est tout ce travail que nous avons fait. Imaginez-vous les femmes de la diaspora. Il fallait écrire aux ambassadeurs pour leur demander de se renseigner sur ces femmes parce qu'on ne peut pas donner un travail qui n'est pas compétent, entre guillemets, parce que ce sont des femmes compétentes qui travaillent sur le dossier. Et nous avons vraiment insisté pour que la question de confidentialité dans l'annuaire, la question de certification de nos données soit vraiment notre souci. Et c'est comme ça qu'on a l'annuaire. L'annuaire, vous le voyez, il y a plusieurs éléments qu'on trouve dedans. Il y a les secteurs d'activité des femmes. Il y en a 1003. 1003, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes cadres de haut niveau. 1003 parce que selon la démarche que nous avons adoptée, la démarche qualité, il a fallu éliminer beaucoup de femmes. Simplement, quelquefois, elles n'ont pas fini de remplir. Elles sont cadres, elles sont compétentes, elles sont DG, on les voit, mais elles n'ont pas fini de remplir. Donc, on ne les met pas dans l'annuaire. Madame Yao, nous allons être un peu plus concrets ici. Nous avons Madame Ruth Yao Aou Noélich. Elle est enseignante-chercheur à l'université. Alors, que gagne cette dame qui est dans votre annuaire? La première des choses, c'est la visibilité. Monsieur Assa, je vous ai dit, là, vous avez cité ton nom, moi, je ne savais même pas qu'elle était dans l'annuaire. Il faut qu'elle soit visible. Donc, elle gagne la visibilité, elle gagne à appartenir à un réseau de femmes. Comme je dis, il y a des femmes compétentes, des femmes dynamiques qui n'attendent que donner. Elle gagne à appartenir à ce réseau, elle gagne à être connue dans tout le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que l'annuaire, il y a le CD-ROM interactif que nous allons distribuer partout. Et elle va saisir son opportunité, elle va saisir sa chance. Il y a des femmes DGA que j'ai rencontrées la dernière fois. Je leur demande, mesdames, vous êtes compétentes, je suis venue à votre graduation. Est-ce que vous êtes au compendium? Elles me disent oui. Mais moi, je ne savais même pas parce que la base est tellement confidentielle. Alors, comment est-ce qu'on vient au compendium? C'est gratuit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous demandent, c'est tellement beau qu'on paye comme on ne paye rien. C'est gratuit. On vient seulement sur le site www.compétences avec S, féminine avec S.gouv comme gouvernement GOUV.ci. Et puis quand vous rentrez sur le site, on met inscrivez-vous. Vous vous inscrivez, on va vous demander votre identité, nom, prénom, la fonction, l'expérience professionnelle, les diplômes que vous avez eus. Et c'est à partir de là qu'on ressort l'annuaire. C'est simple. Vous nous donnez des contacts, vous nous dites même si vous parlez plusieurs langues. On a eu des demandes de femmes qui parlent le chinois pour être expertes consultantes en Chine. Donc on a besoin de toutes ces compétences. Alors, très bien. Alors vous avez besoin de toutes ces compétences, elles sont inscrites. Alors comment est-ce que vous les suivez? Mais ça, une chose est de s'inscrire, mais il y a le suivi. Oui, il y a le suivi. Justement, c'est ça qui fait la particularité du compendium. Je vous disais au début que ce n'est pas un simple répertoire de compétences. L'idée de valorisation, qu'est-ce qu'on fait? Quand les femmes s'inscrivent, au départ, on était 2, 3, voilà, avec Madame Pemont, quand on nous a confié le dossier. La première des choses, c'était de former 20 femmes cadres de haut niveau en réseautage, en communication, pour qu'elles puissent nous accompagner dans notre vision. Parce que c'est aussi une vision, c'est un label. Et ensuite, nous avons commencé à former les femmes par groupe pour que le réseau s'agrandisse. On fait des forums où on partage l'expérience. Il y a un forum qu'on a appelé « Récolter pour rebondir ». J'ai mon expérience, tu as ton expérience, j'ai ma valeur, tu as ta valeur. Comment est-ce qu'on concile les deux? On fait des forums, on lance aussi des appels à candidature, les femmes viennent, on les forme, on dit, bon, tu veux te spécialiser en quoi? Je vous assure qu'il y a des femmes cadres de haut niveau en Côte d'Ivoire qui nous ont appelés. Madame Yao, nous voulons
venez au compendium. Je dis, mais vous avez tout ça. Elle dit, non, je veux me former en communication et pouvoir aller de l'avant, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Voilà, Yao, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur RTI 1. Merci.